D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Né en 1955 à Tanger, Mostafa Akalay Nasser vient de publier La ville nouvelle de Tétouan 1860-1956 aux éditions Soche Press en collaboration avec le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger et l'Université privée de Fès. Un ouvrage qui, bien entendu, traite de l'architecture et de l'urbanisme d'une certaine façon exemplaire, propre à la ville nouvelle coloniale de Tétouan. Il est aussi l'auteur d'un recueil de chroniques sur Tanger, rédigé pour la Dépêche du Nord, et d'un ouvrage sur la multiculturalité de Melilla, publié dans l'enclave espagnole, où il a passé 2 ans à œuvrer pour un centre culturel. Il est actuellement directeur de l'École supérieure des métiers de l'architecture et du bâtiment de la construction à l'Université privée de Fès. Mostafa Akalay Nasser est titulaire d'un doctorat en histoire de l'art de l'Université de Grenade et urbaniste auprès des universités de Paris 8, Institut d'urbanisme, et de Paris 4, la Sorbonne CNAM, ainsi que de l'École des ponts et chaussées de Paris. Comme il aime à le souligner, ses activités d'études et de recherche ont porté, au fil des ans, dans des domaines liés à l'urbanisme, à l'histoire de l'architecture, à la gestion du patrimoine, à l'anthropologie de l'espace, à l'interculturalité et à l'ingénierie culturelle. Il fut aussi gérant pendant 2 décennies d'un restaurant emblématique dans la ville de Grenade, où il fut marié, où il a un fils et où il a passé la moitié de sa vie. D3 l'a rencontré au cours de l'un de ses nombreux séjours à Tanger, où il habite au seuil de la Médina, et où il présente en ce moment régulièrement son essai « La ville nouvelle de Tétouan 1860-1956 ». Mostafa Akalay Nasser, bonjour. Mostafa, tu es directeur d'une école à Fès, d'école d'archi, mais ça on en reparle, bien sûr. Tu vis entre Paris, Grenade et Fès. Es-tu un vrai Tangérois? Ben oui, je suis un Tangérois d'une famille mixte, d'un morisque berbère, un mazir, et d'une mère d'origine germanique ottomane. Et donc je suis un hybride, je suis un Tangérois de vocation. J'aime beaucoup, je suis marqué, imprégné par cette ville, et tout ce que je suis, c'est ça, cette triple culture arabe, berbère, africaine, française et espagnole. Et germanique et ottomane. Oui. Alors je voulais te poser la question, parce que je sais très bien que tu es un grand Tangérois et même une figure de Tanger, et je voulais te poser la question, qu'est-ce que c'est qu'être Tangérois? Eh ben, être Tangérois, et je vais paraphraser l'anthropologue marseillais qui était directeur du centre Jacques Berck, Michel Peraldi, qui dans un article dans une revue consacrée à Tanger, parle de Tanger et la transnationalité. Et moi, je me considère un transnational. C'est-à-dire que être transnational, ça déborde la nation. Et Jean-Michel, qui était très ami, un économiste gnade qui gérait l'hôtel Ritz, il explique comment ça se fait que les Tangérois vivent les couleurs de 2 équipes emblématiques espagnoles, le Real de Madrid et Barcelone, sans avoir la nationalité espagnole, mais il les traite de dilettants. Et en même temps, il raconte l'histoire d'une Anglaise qui habitait Gibraltar, mais qui avait une agence immobilière et qui vivait à mi-chemin entre Gibraltar et Tanger. Et donc, c'est ça, moi je me considère citoyen du monde, la tangéroisité plurielle et surtout, aujourd'hui, un transnational. Donc, en fait, Tanger, pour toi, c'est cette mixité colossale que tu incarnes.
Ben justement, ce brassage de cultures, ce brassage de langues différentes que dès mon jeune âge, j'ai commencé à baragouiner en espagnol grâce à mon père qui avait fabrique une usine de menuiserie déjà à l'âge de 2 ans. Avec ces Espagnols qui avaient immigré de Extremadure, d'Andalousie, surtout de Alicante et Valence. C'était des ex-immigrés, mais d'origine républicaine, qui se sont installés à Tanger. Déjà à 2 ans, j'ai commencé à baragouiner. Après, j'ai fait des études en espagnol, mais je suis un vrai francophone. Et grâce à Tanger, je me rappelle déjà à l'âge de 5 ans, mon père un jour il m'a ramené à la bibliothèque française de l'école Bercher pour m'inscrire. Et c'est là où j'ai eu ma relation et un grand amour pour cette grande langue de Molière. Et tu as fait tes études en partie en France. C'est aussi important, ça. Ah ben oui, j'ai eu la grande chance dès 77 d'aller en France. Normalement, j'étais inscrit à l'école spéciale d'archi. J'étais inscrit déjà lorsque j'ai eu mon bac en 75, mais j'avais pas mon passeport à l'époque. J'ai raté 2 ans. Et après, donc, j'ai eu mon passeport. Je suis parti à Paris et j'ai eu la grande chance de m'inscrire à l'Institut d'urbanisme de Paris-Vincennes. J'ai vécu cette aventure post-68 art où j'ai pu côtoyer tous les grands, que ce soit François Châtelet, Lyotard, Gilles Deleuze. J'allais au département des études ibériques où j'avais côtoyé Bryce Echenique, Agustín García Calvo, un linguiste anarchiste espagnol. J'ai surtout eu la grande fascination envers Nikos Poulantzas, qui était un disciple de Gramsci et donc qui avait écrit un grand livre emblématique qui s'appelait Les instruments de répression, la famille, l'armée, tout ça, et qui s'est suicidé juste après un jour d'avoir assisté à son enseignement dans un amphi. Donc il s'est suicidé, c'est quelqu'un qui m'a marqué. On a toujours un peu de difficulté à comprendre quelle est exactement ta spécialité, parce que tu es un intellectuel polymorphe, à la façon presque des intellectuels du XVIIe siècle, des Lumières qui connaissaient tout sur tout. Mais on sent qu'il y a une vraie passion pour la ville. Est-ce que cette passion te vient de Tanger finalement? Eh ben oui, c'est vrai, je suis ce qu'on appelle un Erasmus, donc j'ai un savoir encyclopédique grâce à cette bourse que j'ai eue familiale, parce que mon père voulait faire de moi un intellectuel, un prof d'université, et donc il m'a payé mon séjour à Paris. Donc j'ai pu profiter du théâtre, du cinéma. J'étais pas l'étudiant classique qui faisait l'urbanisme, il se consacrait qu'à l'urbanisme. Donc un jour, j'allais voir une pièce de théâtre au théâtre Odéon, le cinéma rue de la Huchette. Et donc c'est vrai que je brasse, surtout en sciences humaines, pas mal de spécialités, que ce soit la sociologie urbaine, l'anthropologie de l'espace. Et après, mon doctorat en histoire de l'art à Grenade, donc je suis devenu un historien de l'architecture. Et comment glisse-t-on de Paris à Grenade? Après presque 10 ans à Paris, j'étais sollicité par mes frères à un moment donné pour gérer un patrimoine familial. Et je suis resté 4 ans à Tanger, et à un moment donné, grâce à Léo Azencote, qui était un expert comptable, et c'était l'expert comptable de mon père. Mon père, c'était son 2e client lorsqu'il a ouvert son cabinet en 60. Et je précise qu'on fait cet entretien dans l'immeuble Azencote de la rue Benabar qui a été construit par son père. C'est ça. Et lui, il était le premier expert comptable au Maroc et en même temps, il était rabbin. Moi, à l'époque, je devais négocier avec mon demi-frère et mon demi-frère, à un moment donné, il a fait un stage dans sa fiduciaire, là où il y a Radio Tanger en face de Cinéma Goya. On a sympathisé et à un moment donné, un jour, m'a dit Mustapha, tu ferais mieux de rentrer en Europe parce que je te vois plutôt un cosmopolite et là, tu vas souffrir ici. Donc, je préfère que tu rebrousses chemin
et tu pars. Et il m'a aidé pour faire la médiation avec mon frère et pour arriver à un arrangement à l'amiable. En plus, il m'avait introduit au Rotary Club. J'allais le chercher juste après sa liturgie à la synagogue Café Métropole. Il me donnait rendez-vous toujours à la porte de Radio Tanger et on allait à l'hôtel Sheila, là où il y avait le siège du Rotary. Il m'invitait à boire avec lui un whisky. Et un jour, il m'a dit, Mustapha, tu es le premier Marocain musulman avec qui je me permets de prendre tranquillement un whisky. Et donc, c'est lui qui m'a poussé pour que je rebrousse chemin et je revienne en Espagne. Je suis revenu à Grenade parce que je vais reconstruire ma vie. L'Espagne, c'est un pays difficile. Pour être prof, il faut passer par ce qu'ils appellent oppositiones, un concours. Moi, j'avais pas le temps. J'avais mon fils Nassim qui était né à Tanger, donc il fallait produire une fois installé. Et donc, avec l'argent que j'ai pu avoir après avoir négocié avec mes frères, j'ai pu prendre un restaurant Il Tragaluz. Ce Tragaluz, c'est une grande pièce théâtre de Antonio Buero Vallejo. Et ce restaurant est devenu un temple culturel. Ma femme, qui était du nord d'Espagne, donc de la Cantabrie, faisait la cuisine. Et moi, j'étais le relation public, mais surtout l'intellectuel. Jusqu'à tel point que les Espagnols me traitaient de rojo, le rouge, et surtout me traitaient d'intellectuel français, et la francesado. Et justement, j'ai reproduit ces cafés littéraires de Paris, et mon restaurant a eu un succès tel qu'il a duré 19 ans. Et j'étais un référent à Grenade jusqu'à tel point qu'il y a un Anglais, ce qu'on appelle un hispaniste anglais, très ami à Paul Preston, aux grands intellectuels anglais qui sont francisés. Michael Jacobs m'a consacré un chapitre dans un livre, The King of Realejo, Mustafa Akalay. Ton côté, Brian Gysin, en fait, être intellectuel, artiste, et à un moment ouvrir un restaurant pour vivre, mais aussi pour créer un lieu de rencontre et de culture. Eh ben justement, c'était un référent, ça continue. Là, dernièrement, j'ai séjourné à Grenade, tout le monde se rappelle de ce Tragaluz et me demande pourquoi tu reviens pas, Mustapha, pour monter encore un lieu si emblématique. Mais alors, c'est bien beau la gastronomie et la movida intellectuelle, bien sûr. Mais en histoire de l'art, tu nous as fait quoi? Ben, en histoire de l'art, c'est une vieille histoire. Moi, j'étais inscrit en 81 à la Sorbonne Paris 4 pour mener ce qu'on appelle un doctorat d'État. Le doctorat d'État, ça a duré 10 ans. Je me suis consacré pendant 6 ans à travailler sur l'architecture coloniale espagnole au nord du Maroc. C'était un thème fleuve. J'allais traiter toutes les villes du nord du Maroc. Et on m'a imposé un prof, Xavier de Planol, qui était un géographe qui n'a rien compris dans mon manuscrit, parce que moi j'étais très influencé par François Chauvet qui vient juste de mourir à l'âge de 100 ans, qui était la plus grande théoricienne des théories urbaines. À un moment donné, elle allait me prendre pour disciple parce que je maîtrisais l'espagnol. Il voulait traduire La Cité linéaire d'un grand philosophe, Arturo Soria Mata,
et surtout Ildefonso Cerda, l'ingénieur qui a fait le plan de Barcelone, El Ensanche et les Champla, le premier tome qui a forgé le terme urbanisme et qui a fait une grande charge sur la théorie de urbanisation, traitant Barcelone avec ses difficultés, ses problèmes urbains. J'ai profité de mon savoir à l'Institut d'urbanisme de Paris 8 et je suis resté sans soutenir parce que j'ai eu un petit conflit avec ce géographe qui n'a rien compris, parce que moi j'étais très Bourdieu, très Michel Foucault, très François Choé. Et en partant en Espagne, j'ai eu des problèmes d'équivalence. Je n'ai pu avoir l'équivalence que 23 ans après. Et c'est là où j'ai profité en une année, j'ai réécrit ma thèse, je l'ai soutenue dans un des meilleurs départements d'histoire de l'art qui est de Grenade, et j'ai eu comme laudoum lors de la soutenance, et donc je suis docteur en histoire de l'art par l'Université de Grenade. Ça c'est vraiment une aventure. Tu es aussi actuellement dans ta fonction principale, directeur de l'école d'architecture à l'université de Fès. Mais en fait, tu n'es pas architecte. Non, je suis pas architecte, mais je suis urbaniste. Et donc, l'architecte, oui, c'est quelqu'un qui peut ériger un projet, et plutôt les architectes, ils sont axés sur le graphisme, le dessin, mais urbaniste, tu brasses les sciences sociales, les sciences humaines. Mais j'ai ce qu'on appelle un master, l'équivalent d'un master, un certificat d'études supérieures à l'école des ponts et chaussées à Paris, où les architectes, les ingénieurs venaient faire cette spécialité avec nous. Donc, au fond, j'ai même l'équivalence d'un ingénieur d'État en planification urbaine. Et j'ai eu la grande chance d'avoir Paul Lacaze, auteur de la planification urbaine, Coquery, Pierre Roubaud, un grand architecte. Donc j'ai profité énormément lorsque j'étais à l'école des ponts et chaussées, mais c'était de l'urbanisme. Et comment es-tu devenu directeur de cette école? Après la mort de ma femme, j'étais maître de conférences associé à l'UT de Saint-Denis après plus de 10 ans. Je voulais plus revenir à Paris parce que l'ambiance à Saint-Denis était difficile. J'ai laissé la qualification pour être titulaire et je suis resté 6 mois à faire le deuil chez moi, lisant la poésie, lisant tous les livres que j'avais pas lus. Et donc, à un moment donné, les gens de Mélia, parce que j'avais l'habitude d'organiser à Mélia un grand colloque espace public, religion et citoyenneté. J'étais le coordinateur. Pendant 2 ans, dans un institut des cultures, j'avais ramené Paul Balta. Paul Balta qui était le correspondant du Monde. On avait noué une grande amitié, lui et sa femme. Et ce colloque était même mémorable. Il a marqué les esprits. Et lorsque ma femme est partie, la directrice de l'époque de cet institut, qui s'est rappelée de moi, m'a dit « Mustapha, pour faire le deuil, je t'invite à t'installer à Mélia ». Et je suis parti pendant 2 ans, j'ai géré cet institut culturel, surtout la diversité culturelle et religieuse. C'est d'ailleurs une spécialité extrêmement touchante de Melilla, c'est de se tourner vers la berbérité, vers le monde arabe, vers tout ce qui fait le paysage dans lequel cette ville espagnole s'inscrit, contrairement à Ceuta qui tourne le dos au Maroc. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Citoyenneté plurielle à Melilla » et donc j'ai géré la diversité religieuse et culturelle parce que là-bas il y a les Rifins qui sont plutôt espagnols mais qui continuaient à parler un Rifin, l'équivalent d'un Spanglish. Les Juifs, ces Juifs qui sont tous originaires de Tanger et de Tétouan. Et le côté chrétien, donc les Espagnols, et aussi les hindous. Et ces hindous, tous sont originaires de Tanger. Ils avaient les magasins d'Alamal, donc ils se sont installés là-bas dans les années 60. Et les Juifs, pareil, au début du siècle. Surtout que Melilla, à l'époque, avait un succès économique. Il y a une bourgeoisie juive qui s'est lancée, c'est-à-dire à construire des immeubles. Ils ont fait appel à un disciple de Gaudi, Enrique Nieto,
qui a construit l'extension, ce qu'on appelle El Ensanche, c'est la petite Barcelone. Là-bas, il y a du modernisme, de l'art déco, du néo-arabisant. Et c'est Enrique Nieto, disciple de Gaudi, il a construit la mosquée, la synagogue et une église. Et donc, j'ai passé là-bas 2 ans. Là-bas, il y a un esprit insulaire. Et donc, à un moment donné, tu te fatigues, tu as envie de partir. Eh ben, ce que j'ai fait, j'ai envoyé mes CV. Et il y a une université, donc l'université privée de Fès, qui a eu mon CV, m'ont sollicité. Je suis parti là-bas. J'ai commencé comme prof. Et 5 ans après, on m'a demandé d'être directeur. Et c'était un métier nouveau pour moi parce que moi je suis pas trop administratif, je suis pas Excel, machin, tout ça. Je suis plutôt un enseignant. Ce qu'appelle Erving Goffman, je suis un acteur. Et même lorsque j'enseigne, je suis un vrai acteur. J'ai réalisé un grand travail. J'ai instauré une semaine du design qui est mémorable, incontournable. Là, ça va être la 3e édition. Et j'ai écrit mon livre qui est coédité maintenant par Sochpress, le CCME, l'université privée de Fès, et que je présente le 27 avril dans le cadre du Salon international du livre à Rabat. Alors on parlera de ton dernier livre très vite, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu impulses dans cette école d'architecture? Quelle est ta politique? Quelle est ta vision? Je suis plutôt dans la lignée de Odile Deck dans son école Confluence. On a ce qu'on appelle design architecture d'intérieur. Là, cette année, on a eu Archi, la première promotion. On a une filière aménagement du territoire. On a une filière paysagisme. Et donc, j'essaie d'instaurer une pédagogie très vincennoise, ce que j'ai fait. Et surtout, je suis imprégné par les UT d'architecture en France et l'architecture contemporaine espagnole et latino-américaine. Donc la transversalité, on ne peut plus. Oui, c'est ça. J'essaie de faire de mes étudiantes et mes étudiants des architectes d'intérieur qui n'ont rien à envier à ce qui se fait soit dans les écoles en Espagne, en Europe. Avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs s'atteignent de ces gueules. À la galerie farfouille dans les rayons de la mort, le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Alors je vais te demander de préciser quelques mots parce que tu envoies des CV aux écoles d'architecture où, semble-t-il, tu mets tout ce que tu fais, mais quand je t'ai demandé ta biographie, tu m'envoies des idées. J'ai pas de faits. Alors dans les idées, je vois que tu es plus un anthropologue qu'un architecte, ça c'est clair. Une anthropologie de l'espace, c'est quoi? L'anthropologie de l'espace, c'est la dernière science de ce qu'on appelle l'anthropologie classique.
Mais c'est quoi? Vu par toi, surtout, avec tous tes savoirs à toi. Essayer de donner des outils aux étudiants marocains pour qu'ils comprennent l'espace marocain. Il y a un livre classique d'un Marocain, une thèse qui date des années 70, faite par un anthropologue marocain avec la grande Germaine Tillian, la représentation de l'espace chez un Marocain illettré. Ce livre fait partie de ma bibliographie, de mon enseignement, mais surtout, j'ai été très influencé par un ethologue américain qui a travaillé pour la Navy, pour l'armée. Ce livre est classique qui s'appelle La dimension cachée de l'espace et que la grande ethnologue française que j'ai connue à Vincennes, Colette Pétoni, qui a fait son travail de terrain à Rabat sur un bidonville d'Ouardoum. Et donc l'anthropologie de l'espace est si importante que malheureusement certains architectes qui n'ont pas cette formation arrivent difficilement à comprendre l'espace oriental. Donc ils aménagent des immeubles sans comprendre qu'il faut que la femme marocaine a besoin d'un salon, un grand salon avec les mtarab. Donc, faut justement lire ce livre qui est incontournable, La dimension cachée de Edward Tuichy-Hull, qui a écrit aussi un deuxième livre, Le langage silencieux, et où il te démontre que comment un Chinois aménage, agence son espace, comment les Jivaros, par exemple, se fixant les yeux, ça déclare une violence, comment les Japonais aménagent leur espace, comment le directeur d'un quotidien américain, lui, n'a pas besoin de bureau ou des cloisonnés par des murs, donc il travaille aux côtés de son journaliste, il crie, ça gêne pas. Comment par exemple un Français, le directeur d'une école, lui plutôt il ferme la porte, pour accéder il faut frapper. Et aussi comment les Arabes agencent leur espace. Et donc voilà, l'anthropologie de l'espace aujourd'hui est importante, doit être instaurée dans toutes les écoles d'archi et surtout comprendre comment les cultures aménagent leur espace. C'est un peu ce qui, de la pensée de l'espace, revient à cette psychanalyse, cette psychologie de Toby Nathan, qui ramène sans arrêt les us et les coutumes originelles, notamment des immigrés, pour comprendre quelles sont leurs névroses en fait. La psychanalyse est si importante, joue aussi dans l'aménagement de l'espace. Je me rappelle la psychologie, il y avait un grand psychologue belge, là je me rappelle pas de son nom, parce que j'ai des trous de mémoire de temps à autre. Déjà, il a parlé de la psychologie et de l'espace. Et justement, il faut donner une importance à la psychanalyse et à la psychologie de l'espace. Quel urbaniste es-tu ? Je suis influencé par le grand urbaniste catalan Ildefonso Cerdà, qui a réalisé, qui a élaboré le plan Ensanche et Champla en Catalogne dès 1860. Il m'a tellement imprégné que je suis habité par lui. Et donc, moi, je travaille surtout la ley de poblaciones de Ensanche, c'est-à-dire la loi des villes et d'extension qui date de 1867. Et dans la ville de Tétouan n'est qu'un produit. On va en parler de Tétouan. C'est un peu un urbanisme tracé à la règle. Ben oui, ce que les Espagnols appellent la ciudad et l'orden, c'est-à-dire la ville et l'ordre. Et ça a commencé avec la ley des Indias, avec Philippe II, qui avait codifié, systématisé la fondation des villes. Et lorsque les Espagnols sont partis en Amérique latine, ils avaient déjà ce que François Chauvet appelle un modèle urbain ou un texte instaurateur d'espace. C'est un plan urbain général. Oui, un plan déjà préétabli, et donc les Espagnols, ils avaient déjà les outils. Il fallait ériger une place à Mayor. À partir de la place à Mayor, on lance une avenue, et à partir de ça, on forme ce qu'ils appellent l'ensanche, qui est l'extension. Il n'y a pas d'équivalence en français. Mais c'est pas un urbanisme qui, par exemple, contrairement au Bauhaus, qui réfléchit beaucoup à la dimension sociale.
C'est un urbanisme réglementaire. Technique, je dirais. Technique, réglementaire, où il y a la loi qui joue son rôle d'édification. Tu te réclames aussi du statut de gestionnaire du patrimoine. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Je me rappelle, Aslam Reddam m'avait interviewé, et justement, moi j'ai forgé un terme qui s'appelle l'urbanisme médinal. Je suis un amoureux de la Médina, et Dieu sait que la Médina Tanger, comme l'a bien démontré Metalsi, mon collègue dans son dernier livre Tanger, fortune, infortune, c'est pas une Médina très classique. Il y a le quartier Kasbah où je suis né, qui est plutôt un quartier marzen, administratif, militaire. Et la Médina de Tanger, il est petite, il n'a pas cette importance, cette ampleur qu'a par exemple la Médina de Fès ou bien la Médina de Tétouan. Et je suis fasciné par la Médina de Fès, et depuis que je suis installé, chaque week-end, je fais ce qu'appelle guide de bord, le situationniste, la flânerie, la dérive, et chaque fois je découvre une nouveauté. Et l'urbanisme médina, c'est-à-dire la Médina, c'est un urbanisme rationnel. Donc même si au début du siècle, les Européens n'ont rien compris, ils avaient peur de ce labyrinthe, mais c'est une ville rationnelle qui est régie par ce fiqh, c'est-à-dire cette jurisprudence, et par la hisba, un texte encore juridique, et que Jacques Berck appelle justement l'éthique architecturale, la Médina. Alors, ce qui est amusant, c'est que effectivement, le colonialisme a fait des nouvelles villes tracées à la règle et façon haussmannienne, on va dire quasiment. Alors que, en métastase autour de cet urbanisme-là, il y a eu des bidonvilles qui, eux, reprenaient les codes de la Médina et qui, finalement, étaient urbanistiquement presque beaucoup plus intéressants que les villes nouvelles. Eh ben oui, c'est vrai que l'urbanisme français, c'était ce qu'on appelle un urbanisme expérimental, et il faut saluer Jean-Claude Nicolas Forestier, le plus grand paysagiste, qui a fait venir Henri Prost. Et donc la France a dessiné des villes merveilleuses, la preuve, Rabat, Casablanca, et c'était plutôt un urbanisme, selon une historienne d'art anglaise, ségrégationniste, c'est-à-dire que il y avait ce qu'on appelle une zone non edificandi. Lyautey ne voulait pas se mélanger avec la population locale et il a préféré que la Médina soit musifiée et y serve de cordon sanitaire que de mélanger les deux villes. C'est pourquoi dans Casablanca, au Rabat, il y a cet espace séparant la Médina de la ville nouvelle. Par contre, les Espagnols, ils ont accepté d'abord de connecter la Médina avec l'Ensanche et la ville nouvelle parce qu'il y avait un passé andalou et donc ils ont repris ce passé andalou et en plus les Espagnols se trouvaient à l'aise vivant dans les Médinas. Donc, il y a un passé patrimonial. Ça fait partie de leur culture, tout simplement. Justement, et en plus, il faut savoir que en Espagne, à l'époque médiévale, il y a deux modèles urbains qui ont cohabité, la ville chrétienne, labyrinthique, et la ville hispano-musulmane, la Médina. La preuve, lorsque vous partez à Cordoue, à Grenade, même si les rois catholiques, ils ont essayé d'effacer la présence de la Médina, le centre historique de Grenade ou Cordoue s'adapte mal à l'automobile. C'est grâce à un grand architecte qui était conservateur de l'Alhambra, qui s'appelle Leopoldo Torres Balbas, qui a produit 2 tomes. Ces 2 livres sont incontournables pour moi, où il explique ce que c'est la Médina. Ce monsieur était honoris causa de l'université de Rabat en 60 parce que, étant conservateur, il ramenait les artisans fessis tétouanais pour restaurer l'Alhambra.
في بحيرة والشارع غريب تجيهاك البنت من بيتها العتيق ويقول لها انطريني وتنطر عالطريق ويروح وينساها وتدبل بالشتيق حبيتك بالصيف حبيتك بالشتيق نطرتك بالصيف نطرتك بالشتيق وعيونك الصيف وعيون الشتيق ملقانا يا حبيبي خلف الصيف وخلف الشتيق Tu te réclames aussi étant un promoteur de l'interculturalité. On le comprend bien maintenant parce que tu nous as parlé de ton livre réalisé à Melilla, mais ce que je ne connaissais pas. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout cela? C'est un livre et une enquête que j'avais réalisée entre les 4 ethnies présentes. Et c'est vrai qu'à Melilla, il y a cette hybridation que l'anthropologue argentin Ernesto García Conclini, qui est un bourdiériste, il a côtoyé Bourdieu, maintenant il est installé en tant qu'enseignant au Mexique, il parle de l'hybridation. Et cette hybridation, on la trouve à Melilla, où par exemple, une année, les 3 fêtes, la fête chrétienne, Eid el-Kbir, et une fête juive, ils ont coïncidé la même semaine. Et donc, on a célébré les 3 fêtes. Et justement, cet élément interculturel, on le trouve à Melilla. Et c'est un modèle. Ce qui était le cas à Tanger, un alignement des planètes en plus. Oui, ce qui était à Tanger, justement, moi je suis maintenant dans l'interculturalité, dans ma vie journalière, et je dirais que Tanger, c'était un modèle, un laboratoire à l'époque. Alors comment être interculturel aujourd'hui où on voit que les crises identitaires font que les cultures se retournent sur elles-mêmes de plus en plus avec la montée des extrêmes droites et des fascismes? Justement, il faut instaurer la citoyenneté plurielle. Et je crois que la gauche ou le monde progressiste a perdu malheureusement la bataille contre ce phénomène d'extrême droite qui est venu à travers les États-Unis et surtout ce personnage Bannon qui a formaté l'extrême droite européenne. Et aujourd'hui, malheureusement, les intellectuels qui étaient dans les années 70, on les a perdus, ils sont morts, et donc malheureusement il n'y a pas eu un relais, et aujourd'hui on assiste à un discours violent, sans contenu, basé sur le mensonge, et ça passe. Donc je crois qu'il faut qu'il y ait une internationale d'intellectuels que Bourdieu, avant sa mort, lors d'une réunion avec les intellectuels de l'époque, il leur avait demandé de créer une internationale intellectuelle qui prend un monde plus juste et surtout plus laïque. Et donc, je crois que l'Europe n'a pas appris de la guerre et là on voit ce phénomène de fascistes qui prennent le pouvoir, comme en Espagne dernièrement un gars Abascal avec un parti qui s'appelle Vox qui insulte les musulmans et surtout son obsession c'est d'expulser les immigrés. Et on voit que l'immigration maintenant est l'objet malheureusement même des campagnes électorales, lorsqu'on sait très très bien que l'immigration a apporté à ces pays pas mal de choses, et on voit aujourd'hui les écrivains issus de l'immigration
qui apporte une nouveauté dans la littérature. On le voit en France, on le voit en Allemagne, on le voit en Angleterre avec Koreichi, le psychanalyste, en France avec Leila Slimani, Chamoiseau. Je crois que on doit essayer de présenter un discours alternatif et essayer d'informer les populations et surtout avoir un discours moins intellectuel, plus facile à la majorité pour qu'ils comprennent ce danger qui nous menace maintenant. Donc tu parles d'alternative, tu parles de conscience, tu parles de mobilisation, mais rien ne se fait. Qu'est-ce qui pourrait se faire ? Je parle un peu là à l'humaniste héritier des Lumières, justement, dans cette multiculturalité que tu préconises et que tu défends. Je crois qu'il faut revenir à la lecture. Essayer d'instaurer la lecture dans les collèges, dans les lycées, dans l'université, surtout la lecture du papier. Moi, je continue à acheter les livres, j'ai cette relation très spéciale avec un livre, je me mets à lire, et donc fomenter la lecture, le livre, et surtout des discussions, des débats, et à instaurer cet esprit critique, parce que l'université, c'est l'esprit critique. Revenez à cette tradition vincennoise, où à l'époque, il n'y avait pas que des bacheliers. Il y a des non-bacheliers, je me rappelle, qui faisaient avec nous le cursus. Il y a des cas qui ont réussi. Un humoriste qui travaillait dans le nettoyage à Paris. Il y avait un soi-disant délinquant, machin, qui est devenu un des plus grands assistants sociaux. Il a fait même carrière, il a fait son doctorat. Il y avait cet horaire jusqu'à 10 heures. Donc, je revendique l'esprit vincennois et revenir à cette université de Vincennes qui, pour moi, m'a marqué, m'a imprégné, et je continue à être un nostalgique de Vincennes, et essayer d'interdire le portable dans les écoles. Ça revient en Suède, ça commence à revenir dans pas mal de pays, parce que malheureusement, que ce soit ces gens tels Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, ils ont fait un mal terrible à cette nouvelle génération qui est devenue analphabète fonctionnel et autiste. Par contre, eux, Silicon Valley, ils fomentent dans les écoles primaires pour leurs enfants revenir au tableau et à la craie. Ils leur interdisent les tablettes, les ordis. Donc il faut faire cet effort-là. Et essayer aussi de subventionner des librairies qui ont des difficultés et instaurer cet amour du livre, revenir au café littéraire et pourquoi pas revenir à cette tradition du début du siècle en Espagne, les anarchistes espagnols, los braceros, qui allaient lire le journal pour des anarchistes analphabètes. Donc revenir, pourquoi pas, à l'anarchisme. Je sentais le projet 68 Arts poindre derrière le vincennisme, mais effectivement, une internationale intellectuelle alternative pour essayer de faire des propositions dans notre monde qui n'existent pas. Il y a des propositions éparses, mais quelque chose de plus lié, ce serait peut-être nécessaire. À travers, on peut parler d'un anarchisme, mais dans le sens noble et étymologique du terme. Hein. Oui, oui. Ben oui, les gens confondent l'anarchisme avec l'anarchie, c'est-à-dire le désordre. Mais non, c'était une philosophie. Revenir aux théoriciens, Kropotkin, le russe, il y a eu toute une littérature en Espagne, donc il faut essayer d'instaurer ce que los braceros, c'est-à-dire c'est les gens qui travaillaient avec leur force de travail, avec le bras, à cette lecture collective. C'est ça, je crois que revenir à la culture, moi je dis que la culture est rentable, il n'est pas déficitaire, c'est une industrie. La preuve, la France, l'exception culturelle, la France n'a pas de pétrole et arrive grâce à cette exception culturelle à dépasser l'industrie automobile grâce aux rentrées que ramène un centre culturel comme le centre Beaubourg. 17 millions de touristes qui débarquent. Pour moi, la culture est importante, fait partie de ma vie. C'est ma nourriture et opter pour qu'il y ait cet état culturel.
Et tu citais Debord tout à l'heure, mais justement, Debord te dit pas d'industrie culturelle, parce que là, on tombe dans le spectacle, on supprime la nuance et on tombe dans une forme de tyrannie aussi. Moi, je suis partisan qu'on continue à subventionner le cinéma, c'est-à-dire revenir à cette idée médiévale, le mécénat. Donc, c'est vrai qu'un intellectuel doit être aidé. Ce qui s'est fait à Cuba, on voit que Cuba a produit de grands intellectuels à un moment donné, de grands peintres, de grands cinéastes. L'état culturel, donc l'état social, l'état culturel. Alors, je voulais te demander qu'est-ce que tu entendais par le fait que tu te voyais un spécialiste de l'ingénierie culturelle. Ça y est, là, c'est bon, tu as répondu, c'est clair. Que no haga arruga, préndete ese pañuelo, el laurel, clavel y rosa, préndete ese pañuelo que no haga arruga. Que no haga arruga, que ya vienen al baile, el laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile. Que murmuran, las que murmuran con la lengua afilada, el laurel, clavel y rosa, con la lengua afilada y la vista aguda. La vista aguda y el corazón tan falso, el laurel, clavel y rosa y el corazón tan falso que te saluda. Tu es aussi un historien de l'architecture et ce statut et ce savoir surtout t'a permis de produire 2 livres, un livre sur Tanger et un livre sur Tétouan. Celui sur Tétouan vient de paraître récemment. Que dis-tu, qu'essaies-tu de montrer dans ton livre sur Tanger? Sur Tanger, j'ai des articles, pas mal d'articles, parce que depuis la pandémie, je me suis réinventé et je suis devenu addict de l'écriture. Et grâce à Slam Redam, m'a ouvert Tribune. Et donc, chaque semaine, je produisais 2 articles, un en espagnol et un en français. Et donc, j'ai écrit énormément sur la ville de Tanger. Et le livre, c'est sur l'ensanche, la théorie urbaine de l'ensanche à Tétouan, qui est une partie résumée de ma thèse en histoire de l'art. Ce sont 2 tomes de 500 pages. Et c'était une commande d'un mécène, un avocat aux îles de Canaries qui a lu mes textes. Et donc ce livre, je l'ai édité chez une maison éditrice à Salobreña, Grenade. Et en fait, je l'ai présenté au Centre des Beaux-Arts de Madrid. Le Centre culturel des Beaux-Arts, c'est un centre qui produit maintenant de la culture à Madrid. C'est l'avant-garde. Et son directeur, c'est un grand architecte, Juan Miguel Hernandez. En me présentant, il m'a dit, Mustapha, comment tu arrives à romancer l'architecture? C'est un livre qui a marché, donc là dernièrement, il est presque épuisé. Je l'ai présenté il y a même pas une semaine à Grenade où ça a cartonné. Et là, justement, je l'ai traduit à la langue de Molière, parce que le Maroc, c'est un pays francophone. Et pour gagner l'espace francophone à Rabat, à Casablanca, il faut le traduire. Donc, j'ai commencé à le traduire personnellement,
Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de réécrire un autre livre. Et donc, j'avais pas le temps de réécrire un autre livre. Et j'ai choisi un grand traducteur, Rachid Baroun, prof à l'école de Fad, qui a rehaussé le texte. Donc, c'est un français châtié. Et il a bien transmis dans la langue cible mon texte qui est salué en espagnol comme un des meilleurs essais. Tous ces architectes qui le lisent, ils me disent, Mustapha, t'es un sacré écrivain, t'es un sacré essayiste. Donc, je suis très content d'avoir recorrigé le manuscrit. J'ai eu la grande chance d'avoir la préface faite par Metalsi, le prologue fait par un grand géographe de l'école d'archi de Toulouse, un spécialiste de la nuit et la vie, et surtout de l'accélération, la rythmologie dans la vie, qui s'appelle Luc Gwazazinski, qui est d'origine polonaise, un grand pote à moi, et surtout la postface dont l'auteur Drisksikes. Quelle est la spécificité de Tétouan que tu as voulu défendre, puisque tu l'as réalisé, qu'il y avait cette spécificité, et c'est ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Eh ben, c'était un défi, parce que l'historiographie espagnole en architecture et l'historiographie marocaine, arabe et française ignorent tout sur les grands architectes qui sont passés à Tétouan. Donc on a un grand architecte visionnaire, un architecte sans frontières espagnol qui s'appelle Casto Fernández Chao, qui n'a rien envié à Henri Prost, ni à Albert Laprade, ni à Le Corbusier, et ils sont ignorés malheureusement par le lecteur francophone marocain et le lecteur d'architecture espagnole. Et donc c'est ça ce que je veux transmettre aux futurs lecteurs qu'on peut encore travailler, il y a des niches de projets pour travailler sur l'architecture et l'urbanisme d'Espagne au nord du Maroc. Bien sûr. Et alors, quelle est cette spécificité de l'urbanisme espagnol? Eh ben, d'abord, la théorie de l'ensanche, qui est une théorie urbaine, qui consiste à coller la ville géométrique au labyrinthe. Il y a un architecte qui s'appelle Alfonso Sierra de Ochoa, qui a revendiqué la vivienda marroquí, c'est-à-dire le logement marocain, s'inspirant de l'urbanisme médinal et faire un complexe urbain moderne. Il y a un militaire de Vitoria qui était un basque qui s'est inspiré de l'architecture vernaculaire, des fortifications, des casbah d'Atlas pour créer un style d'État, ce qu'on appelle en France l'arabisance, le néo-mauresque, mais lui, plutôt, il a opté pour l'architecture rifaine, il a créé ce qu'on appelle l'architecture rifaine, un style d'État du Rif, travaillant sur la vivienda rifeña, c'est-à-dire le logement rifin, où il a étudié d'une manière anthropologique la maison du Rif, qui maintenant, malheureusement, il n'y a plus de maçons, il n'y a plus de gens capables d'ériger cette architecture. Et c'est un retour vers cette architecture de terre. C'est une architecture sans architecte. Et oui, effectivement. Mais ça, ce sont des singularités qui sont extrêmement puissantes. C'est pas anecdotique, c'est des choses très fortes qu'on retrouve pas ailleurs et qui sont prégnantes. Ça change la vie. Ben oui, la preuve, un des prix de Zecker, Francis Kéré, qui est de la Haute Volta. Francis Kéré, actuellement, est un des plus grands architectes au monde. Il était jeune, il voulait faire une formation professionnelle en charpenterie. Il a eu une bourse allemande, il est parti, il est devenu spécialiste charpentier. Mais à un moment donné, il a découvert l'architecture. Et il leur a dit, je veux faire architecte. Il a mis, je crois, comme Gaudi, 14 ans pour finir son diplôme. Mais au lieu de faire une architecture high-tech, il est revenu à la Haute Volta. Il a érigé même une université populaire, pas mal de bâtiments, travaillant avec les villageois de son village d'Ongo et surtout avec les femmes.
et il érige une des meilleures architectures dites vernaculaires, vernaculum, populaire ou architecture de terre. Mais maintenant, il est installé à Berlin et son agence pour l'Europe, pour le Canada, pour les États-Unis pratique une architecture high-tech, moderne, et pour la haute volta, il préfère pratiquer, cultiver cette architecture locale, autochtone, comme l'a fait un grand architecte égyptien, Hassan Fathi, lorsqu'il a fait ce projet du village Gourna, lui qui avait fait la Polytechnique du Caire, architecture, mais une fois architecte, il a préféré revenir au passé, côtoyer ses paysans pour apprendre ce métier ancestral qui est l'architecture de terre du pisé. Hassan Fathi qui a produit un étalonnage de l'architecture, de la réflexion sur l'architecture et de la pratique architecturale fondamentale. برضاك يا خالي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أبلغ بصوتي يا ربي مقصدي ومناي لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك لما أناجيك ولما تستمع شكواي. Alors Tanger dans ta littérature, c'est-à-dire dans ce cas-là, dans les articles que tu as produits, il y a quand même un point très important sur lequel tu as excellé, c'est la déconstruction du mythe de Tanger. Ben oui, ce mythe néo-orientaliste. Comme je fais partie de ce mouvement latino-américain érigé par un grand philosophe, Dussel, qu'on vient juste de perdre, je suis très Frantz Fanon et je suis très Dussel sur la théorie de la décolonialité. Et Edward Said. Edward Said, que j'ai pu avoir la grande chance de connaître personnellement grâce à mon ami Juan Gotisolo lors d'une mémorable conférence au Centro de Bellas Artes de Madrid, juste 2 ans avant sa mort. Je vais raconter cette anecdote. Ce jour-là, c'était overbooking. J'ai pu avoir la fortune d'accéder à la salle principale. Et à un moment donné, à la fin, je lui ai posé une question personnelle sur son fils. Parce que son fils, qui était américain, qui connaissait rien du monde arabe, lors des attentats de New York, il a commencé à être stigmatisé, même insulté par ses collègues, ses copains d'arabes, de terroristes. Et donc il est parti voir Edward Said. Son père lui a dit, papa, pourquoi tu m'as pas enseigné l'arabe? Pourquoi tu m'as pas parlé, c'est-à-dire de ma culture d'origine? Et donc,
Il lui a dit, tu vas apprendre l'arabe. C'est facile, je t'envoie chez ta tante en Syrie, et en l'espace d'un an, tu vas l'apprendre. Donc justement, son fils, il est parti, il a appris l'arabe, et maintenant, je crois, c'est lui qui dirige la Fondation Edouard Saïd, et que moi, je vivais ce problème. J'ai un fils d'un mariage mixte, d'une Espagnole du Nord, tangérois, grenadin, qui est stigmatisé, non pas d'être le fils de l'Espagnol, mais plutôt le fils del Moro. On discute de temps à autre. Heureusement, mon fils n'a pas de problème identitaire. C'est un artiste. C'est un tagueur qui fait du graffiti. C'est un cinéphile, amoureux de sa culture tangéroise. Parce qu'il naît à Tanger, il est parti à l'âge d'1 an. Je lui ai dit comment on va gérer la future identité de nos enfants. Et à la fin, il m'a demandé d'aller le saluer. Il m'a dit, vous êtes de quel pays? Je lui ai dit du Maroc. Il m'a dit en arabe, Balad Aziz, Balad Shaqiq. Il m'a embrassé, lui qui était très frêle, il souffrait d'une leucémie. Il m'a embrassé. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas les portables, donc j'ai eu une grande expérience avec ce grand monsieur, auteur de ce livre connu, emblématique, l'orientalisme. La déconstruction du mythe de Tanger International, après Edouard Saïd, Frantz Fanon et Durcel, de quoi s'agit-il? Dernièrement, je vois qu'il y a ce que Roger Bartra, c'est un grand anthropologue mexicain d'origine française, catalane, mais un grand Mexicain qui a côtoyé la Beat Generation au Mexique, parle de ce qu'on appelle la de la nostalgie mélancolique. Et justement, dernièrement, cette nostalgie, on la vit à Tanger, surtout que la nostalgie, il y a un médecin, un jeune psychiatre qui faisait sa spécialité, il a découvert que pas mal de soldats qui partaient en guerre souffraient de cette nostalgie qui était mortelle. C'est-à-dire, ils sortaient de leur village, ils se trouvent dans un franc, ils étaient dépaysés, ils souffraient, c'était mortel. Là, aujourd'hui, elle n'est pas mortelle, mais malheureusement peut être chevine. Il y a des gens qui peuvent vivre la tangéroisité plus que les tangérois. Par exemple, moi, j'ai parfois un amour et une haine envers ma vie. Parce que je suis pas prophète dans ma vie. J'aurais pu, parce que ça fait plus de 50 ans que je suis expatrié. J'aurais bien aimé exercer dans ma ville. Mais malheureusement, c'est dernièrement qu'on commence à me rendre des hommages, ils commencent à me découvrir. Il y a même des amis qui continuent à me traiter d'ex-joueur de foot del Campo de Shérif. C'est un stade très fameux. Ils se sont pas rendus compte que ça fait 50 ans que je vis en Europe. Et donc j'ai fait des études, j'ai côtoyé de grands intellectuels. Et maintenant, je suis ce que je suis, je continue à travailler, je suis constant, il y a la persévérance, je continue à acheter des livres, je m'informe, je me recycle, mais j'ai ce grand amour, parce que là où je suis né, c'est là où mes grands-parents sont enterrés. J'aurais bien aimé apporter à cette ville tout mon savoir, que ce soit en tant qu'urbaniste, en tant qu'intellectuel, en tant que cinéphile, mais Tanger, comme disait Ángel Vázquez, es la tierra de todos y de nadie, donc c'est la terre de tous et de personne. Et aussi, c'est une ville traître. Je sais pas quel auteur a parlé de la haute trahison. Je sais pas si Roland Barthes ou Tahar Benjelloun. Peut-être Jean Genet. Jean Genet, c'est ça. Jean Genet, oui. Mais le mythe de Tanger International, c'est aussi une autre histoire. C'est l'histoire, justement, de l'internationalisme, du libéralisme, qui était valable pour les colons et pas tant que ça pour les Marocains. Eh ben, je le dis dans un article en espagnol. Mes parents étaient des étrangers dans leur territoire, donc dans leur ville natale. C'est vrai qu'on peut parler même d'un apartheid. Mon père, le pauvre, n'a pas pu faire des études primaires normales. Il a dû gagner sa vie en faisant pas mal de boulot. À la dernière minute, il est rentré travailler chez un Italien.
Et c'est là où il a commencé à prendre le métier d'ébéniste. L'Italien ne voulait pas lui enseigner ce métier. Il avait comme ce qu'on appelle le petit Marocain recadero qui allait lui ramener le thé. Mais mon père avait une mémoire photographique, et il me l'a raconté à l'âge de 30 ans, qu'il voyait l'Italien couper le bois par là, je fais comme ça, j'utilise cet instrument. Et il a fait de moi cet intellectuel, parce que lui, il n'a pas pu avoir cette possibilité d'accéder à l'université, mais ce qu'il a fait, venant de ce qu'il est, c'était le grand entrepreneur de Tanger, du Maroc, en menuiserie. Et il a créé une école professionnelle. Tous ses amis qui venaient le voir, ils lui disaient « Ah, monsieur le Ma'allim Absalam, mon fils ne veut plus étudier, est-ce que tu peux lui enseigner le métier ? Venez, ramenez le jeune !» C'est un hommage à mon père. Ce que je suis maintenant, je suis le produit de mon père qui voulait faire de moi ce que je suis et qui m'a donné cette possibilité d'avoir une bourse à Paris, de faire des études sans travailler ni comme veilleur de nuit, ni quoi que ce soit. Je lui dois tout ça et je lui rends hommage tout le temps. Mais après, des intellectuels comme toi, comme Rachid Tafersiti, comme ton homonyme Lotfi Akalay, aujourd'hui Najib Arfaoui, est-ce que vous n'êtes pas dans une entreprise de réappropriation de la véritable mémoire tangéroise aux Tangérois ? Il y a aussi Mokhtar Chaoui. Et Mokhtar Chaoui, oui. Oui, ben oui, c'est essayer de se réapproprier cette mémoire. C'est notre devoir en tant qu'intellectuel. Maintenant, plutôt, il y a le foot qui remplace l'intellectuel, qui est devenu une nouvelle religion. Et ça part plus de foot que d'écrits, de production. Dernièrement, lorsque j'ai eu le prix à Dar Sahafa, la maison de la presse, j'ai rendu hommage ce jour-là des écrivains qui étaient, c'est-à-dire pionniers, dont Abdelkader Chat, qui a écrit un livre qui est introuvable maintenant, épuisé, même s'il a été traduit à l'arabe, Abdelkader Chat, qui, à l'époque, a édité son livre à Paris, Mosaïque Terni. Et donc, qui a devancé 20 ans le Sefrioui, le facile écrivain, qui avait écrit Boîte à merveilles. On dit que Abdelkader Chat, c'est le premier écrivain francophone du monde arabe. Or, il y a quand même les Algériens avant, mais c'est le premier écrivain francophone marocain. Dernièrement, tel quel, a fait une enquête. Un journaliste qui est venu, il a essayé de connaître sa famille, sa trace. Il dit qu'il ne l'a pas trouvé de descendant. Non. Sa fille, jusqu'à il y a encore, je crois, 10 ans, il était fonctionnaire à la chambre de commerce. Et ce qui m'a un peu chagriné, c'est un critique littéraire marocain, Baïda, qui a osé dire que c'est pas Abdelkader Chat qui a écrit ce livre, il avait un nègre. Ah, donc, c'est grave. Ce Abdelkader Chat, c'était un polyglotte, il parlait un français châtié, il était poète, sauf que, après ce livre, il a préféré vivre un exil intérieur. Et Rachid Tafersiti le croisait quand il était enfant, c'est un ami de son père et il a jamais remis en cause le fait que c'était lui le même l'auteur. Oui. Et en plus, à l'époque, à Paris. Donc, c'est un avant-gardiste. Après, j'avais revendiqué le legs de Abdullah Gnoun, le génie marocain. Abdullah Gnoun, qui a créé ce concept actuel qu'on utilise avec l'équipe nationale marocaine, at-Tamagrabit. C'est lui qui a forgé ce mot, et là je l'ai su grâce à Tourabi, un journaliste de tel quel qui était directeur. Abdullah Gnoun, peu de gens savent que son livre, qui date de 1934, il a été traduit à l'espagnol, et à l'époque, il est honoris causa de l'université de Madrid en 1938. Après, il y a Jamiat Hilal, une troupe théâtrale qui a joué au Cervantes. C'est une association qui a été dissoute en 29, qui était très revendicative. Ils ont essayé de créer une association culturelle, l'administration internationale l'a interdit.
Et donc, ils ont créé une association, une équipe de foot. Al-Hilal, c'était une équipe de foot, mais il y avait de grands intellectuels tangérois polyglottes, imprégnés de la culture occidentale et du Mashrek. Et donc, ils ont joué Shakespeare. Jusqu'à tel point, le dramaturge connu, Al-Haddad, il a écrit pas mal de pièces de théâtre. Il y avait les deux frères Ajnoui. Ajnoui Si Mohamed, qui était un des plus grands speakers de Radio Tanger, qui était Radio Ifriqiya, qui faisait du théâtre, et qui avait côtoyé, reçu Shakib Arsalan lorsqu'il est venu à Tanger, et son frère, Abdeslam, qui était le Caruso de l'époque, le Pavarotti de l'époque. Et donc, je revendique cette famille Ajnoui et Al-Haddad. Et à la fin, j'ai rendu hommage au monument Mohamed Choukri, que j'ai côtoyé, que j'ai eu comme directeur de la bibliothèque au lycée Batota, et avec qui je lui ai traduit un chapitre de Le Temps des Erreurs, et que j'ai produit en Espagne, à l'université d'Almeria, Grenade, et surtout dans un festival de théâtre à Motril. Je l'ai aidé dans pas mal de traductions. En plus, c'est le parrain de mon fils et c'était un grand ami. Et donc, maintenant, je suis vraiment nostalgique de cette amitié de Choukri jusqu'à tel point que chez moi à Fès, j'ai au moins 5 photos de Choukri. Et là, je suis sur un projet Rafqat Choukri, en compagnie de Choukri. J'ai pas maintenant le temps d'écrire parce que je suis passé par une maladie cancéreuse que heureusement, grâce aux médecins espagnols, j'ai pu gagner cette bataille. Et là maintenant, je suis guéri, sain et sauf. Et je reviens avec force pour continuer mon travail d'intellectuel, reprendre mes projets de lecture et surtout d'écriture. Et un autre, c'est Nordin Saïl. Nordin Saïl, qui était le directeur du festival de Khénifra, mais qui était aussi de Canal Horizon à Paris, de la télévision marocaine, un grand philosophe, spécialiste de Wittgenstein, et qui chaque année était invité au colloque sur Wittgenstein à Francfort. Un grand philosophe et surtout un grand lecteur de la littérature latino-américaine et surtout du plus grand écrivain actuel qui est mort en 2003 comme Choukri, qui s'appelle Roberto Bolaño, auteur d'un livre qui s'appelle Les détectives sauvages. Et un grand cinéphile, bien sûr. Ah ben oui, un grand cinéphile. Et malheureusement, Tanger est ingrate avec tous ces gens. On voit même pas un nom de rue, ni une fondation, ni une institution culturelle. Un hombro donde sollozó la muerte y un bosque de palomas disecadas a un fragmento de la mañana. En el museo de la Escarcha hay un salón con 1000 ventanas. Ay, 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 toma este bar con la boca cerrada. Este bar, decide fuerte que comía, que moja su bola en el mar. En Viena hay un espejo donde juega con tu boca yo. Hay una muerte para piano que pinta la suya a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay sorca, guitarra de llano. Muere en mi brazo.
Mais on sent que la ville bouge beaucoup plus culturellement et peut-être rendra-t-elle hommage à la hauteur de ce qu'ils ont été. Mais toi qui es un Tangérois dans le sang et dans l'âme, que penses-tu du changement de la ville dans ces 15 dernières années et surtout les 3 dernières années pour la Médina par exemple? Oui, c'est vrai que mon Tanger n'a rien à voir avec le Tanger actuel. Et mon imaginaire n'a rien avec le Tanger actuel. Mais ça n'empêche que je trouve il faut être aussi positif de voir comment la ville a changé. C'est vrai que la ville a mal grandi. Il y a déjà un rapport fait par Synergia, un think tank, et que Rotterdam avait consacré, analysé ce rapport dans un article, la ville de Tanger a mal grandi. Sur ce qui est la Médina, en tant que patrimonialiste, il y a du bon travail, comme on peut dire que la conception de cette gestion du patrimoine peut laisser les puristes comme nous sur leur faim. Lorsqu'on voit qu'on restaure d'une manière pas correcte. Mais ça n'empêche que c'est vrai, la Médina a gagné aujourd'hui sur le plan urbain, médinal, patrimonial, et on voit la quantité de touristes. Aujourd'hui, moi, je me suis baladé, je suis parti au Café Central, il y avait plus de touristes étrangers que les autochtones. La Corniche, moi, je suis nostalgique de cette avenue d'Espagne avec ses palmiers, et surtout cette tour de guet. Lorsqu'on était jeune, on descendait, on voyait ce drapeau, mer agitée, danger, que ce qui s'est fait maintenant avec du béton, de l'asphalte, même le sol, l'été, reflète une chaleur. Mais c'est l'ère moderne, je dois accepter ces changements. Et la ville est toujours cette ville, la Médina, le boulevard et la plage. Et même moi personnellement, lorsque je déambule dans la ville, je fréquente le boulevard, la Médina. Je suis plutôt dernièrement plus médinois. Je préfère rester au Café Colonne, Cinéma Alcazar, car je suis nostalgique de ma naissance à Al-Qsba et surtout de mes grands-parents qui habitaient Darbaroud. Et peut-être c'est ma mère qui m'appelle, elle qui est née à la Médina. Et même moi, je préfère rester à la Médina que d'aller au boulevard. Mais c'est ma vision. Je suis plus pour ce qui s'est fait au passé que ce qui se fait aujourd'hui. Et la ville a grandi, mal grandi. Hier encore, j'ai fait l'expérience d'aller à Oumatchouk. C'est un monde à part. Et ce qui est malheureux à Tanger, c'est que Tanger n'a pas de schéma directeur. Il y a eu un avant-projet de PROS qui malheureusement n'a pas été suivi. Et surtout, ce concours international qui date de 1948, pensé par un grand architecte catalan, Villadeval, où pas mal d'équipes d'architectes européens ont participé. Et c'est un Français qui avait remporté le premier prix, c'est Fournier Décora. La wilaya actuelle, c'est son projet. Il y a eu une équipe espagnole Bidagor, il y avait un Italien Messina, il y avait cet architecte vietnamien Van Tonen, mais Tanger n'a jamais eu de plan préétabli. Déjà dans les années 20, donc c'était la spéculation foncière, et même aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile de corriger ce qui s'est fait. Moi, j'ai un article sur de la ville compacte à la ville dispersée. J'ai un article qui s'appelle « Un gâchis urbain pour un urbanisme de réparation ». Il y a plusieurs villes maintenant à Tanger, comme l'a bien écrit Absam Rotterdam, mais qui sont pas connectées. Et ben là, je me permets de te contredire parce que, mais c'est que mon opinion, je trouve que les travaux qui ont été faits ces 15 dernières années sur l'urbanisme général du Grand Tanger, incluant Tcharbendibad, Benimakada, Saddam, tous ces grands quartiers périphériques, sont maintenant extrêmement bien connectés au centre-ville et sont organiquement connectés. C'est-à-dire qu'on va naturellement jusqu'au bout de Tcharbendibad où à la fin il y a une grande rocade qui nous accueille, qui nous ramène soit vers la route de Rabat, soit vers la route de Tétouan, soit vers l'Atlantique. Et c'est
extrêmement bien dessiné, extrêmement bien pensé. Et on peut penser que d'ailleurs, on est dans la culture marocaine de l'urbanisme qui est intelligente, hein, qui va loin dans le sens de l'organicité, justement. Je suis tout à fait d'accord, mais là, moi, j'ai paraphrasé le rapport d'une société qui a fait un rapport sous Nerchia, qui a parlé de ville non connectée. Moi, hier, je suis parti voir un match de foot dans un centre soccer indoor. Et donc, j'arrive avec un ami en taxi. C'est vrai que je reconnaissais pas Haoumat Chouk. Maintenant, il y a un marché de gros. Il faut voir la quantité de commerce et surtout cette salle qui est devenue un pôle d'attraction et qui ramène pas mal de spectateurs. J'ai vécu une belle expérience, c'est vrai. Peut-être, corrigeons le tir, on est en train de créer de beaux quartiers et surtout de fomenter, même si c'est le secteur informel, du commerce pour que ces gens puissent gagner leur vie dignement. Et surtout, ce stade qui ramène de tas de supporters, il fallait voir hier, c'était une vraie fête. Vraiment, j'ai profité et j'ai connu un autre Tanger. Je sais pas si c'est de beaux quartiers, mais c'est des quartiers très vivants et très fonctionnels. Et ce qui est étonnant, c'est que en 1 an, 2 ans, apparaît le stade et qu'il est plein d'un coup. On ne sait pas comment tout ça a pu fonctionner d'un seul coup. Ben oui, c'est ça. En plus, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Ceux qui s'installent, on est pour la diversité. Voilà, pourquoi pas ce genre de quartier qui était à un moment donné des quartiers anarchiques, si on peut dire. Totalement ostracisés. On a essayé justement de tendre ce qu'on appelle cet urbanisme de réparation. Qui est très 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 bien réalisé, je trouve, très efficace. Oui, parce que je dois reconnaître que moi, ça faisait des années, ça fait 50 ans que je suis expatrié, donc je connaissais pas ces nouvelles constructions ou bien ces projets comme en plein quartier, un stade soccer, une salle couverte qui rappelle les États-Unis et qui devient un pôle d'attraction et aussi de socialisation, parce que qu'on le veuille ou pas, le foot maintenant, c'est la nouvelle religion. Ce dernier épisode de Détroit était consacré à l'urbaniste, historien de l'art, intellectuel protéiforme, le très tangérois Mostafa Akalay Nasser. Tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques. Solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. La playlist de cet entretien, établie par Mostafa Akalay Nasser et Philippe Guiguet-Bologne, était composée de Paco de Lucea, Entre dos Aquas, Léo Ferré Avec le temps, Feyrouz Beitak Behel Seif, Cuerdos Vocales Guidias del Laurel, Keltum Beredak, Enrique Morente Pequeño Valsvienes et Majida Roumi Kalimat, les 7 morceaux ayant été gentiment empruntés à leurs ayants droit. كلمات ليست كالكلمات يأخذني من
في ذراعي يزرعني بأحلى